n'est pas revenu en arrière. Je pense que si on revenait en arrière, les journalistes se mettraient en grève, quoi. En fait, ils sont ultra heureux. Ils nous disent qu'ils ont l'impression, difficile à mesurer, ils ont l'impression de gagner entre 20 et 30 minutes par jour dans leur quotidien de juste de manipulation de l'outil. Donc pas faire leur métier, quoi. Donc on leur fait gagner 20 pouvoir produire plus ou passer plus de temps avec leurs enfants, je sais pas, et une charge mentale en moins. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Clovis Picard, CTO de Contexte. Je ne me trompe pas, c'est bien ton rôle, CTO. C'est ça, CTO, directeur technique. Voilà, directeur technique, Chief Technical Officer. De Contexte, on avait déjà reçu Jean-Christophe Boulanger il y a quelques mois, années maintenant, je crois, pour nous parler de Contexte. Mais voilà, donc là, c'était l'occasion. J'avais déjà reçu quelques CTO sur Mediarama. C'est pas courant, mais donc ça fait toujours un peu plaisir de plonger un peu dans la tech. Donc merci d'avoir accepté l'invitation, Clovis. Merci de me recevoir. Eh ben, écoute, je t'en prie. Et voilà, donc tu vois, tu es arrivé chez Contexte il y a pas super longtemps, c'était en 2023, c'est ça ? C'est ça, début janvier 2023. Donc 2023, il y a un peu plus d'un an. Et avant ça, donc tu viens pas spécialement du monde des médias, t'es passé par des startups. Rapidement, ton parcours, c'est ça, startup. Moi, je suis un ingénieur, je viens du monde de la tech, startup. J'ai fait du conseil en innovation aussi. Ouais. J'ai été CTO d'une startup dans le cinéma. D'accord. Et j'ai pas choisi d'aller vers les médias particulièrement. C'est plus le projet Contexte qui m'a attiré dans ce secteur. J'ai rencontré Contexte, un projet que je trouvais super attirant sur la mission, la volonté d'être un média indépendant, la place de la tech aussi par rapport à l'offre journalistique, qui est c'est vraiment un média qui s'est toujours imaginé comme un média tech, donner une grande place à la technique et internaliser déjà les équipes, on y reviendra, mais c'est sujet important, le sujet important, le produit, et fournir des outils technologiques à ses lecteurs, en plus de juste des articles et un contenu journalistique de très grande qualité. Donc c'est plus ça qui t'a intéressé que vraiment le secteur des médias. C'est ça qui m'a fait venir en tout cas. Ouais. Bon, écoute, tu vas nous raconter un petit peu tout ce que tu fais. Alors quand même, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté cet épisode avec Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est Contexte ? Ouais, Contexte, c'est l'info politique dont les professionnels ont besoin. Donc nos lecteurs sont des professionnels des politiques publiques. On couvre toute l'actualité au jour le jour de ce qui se passe dans tout un tas de secteurs d'un point de vue politique autour de la fabrique de la loi. On a des newsletters quotidiennes qui couvrent ça, des articles de fond et des outils technologiques. Notamment aujourd'hui, on a un outil de suivi de toute la fabrique de la loi justement qui permet à nos lecteurs d'être informés en temps réel de tous leurs centres d'intérêt autour de la procédure législative. Ouais, parce que c'est énormément de textes, énormément de documentation. Donc là, c'est des outils qui permettent de savoir exactement ce qui a été modifié, de comparer avec les anciennes versions, etc. Voilà, il y a ça, il y a d'être alerté également. Il y a le suivi se dire typiquement s'il y a un amendement qui m'intéresse ou un article de loi qui est discuté à l'Assemblée nationale, au Sénat aujourd'hui qui m'intéresse, je serai alerté s'il y a des changements. Et puis s'il y a un sujet qui m'intéresse, c'est des mécaniques de mots-clés. Dès qu'il y a quelque chose qui est publié au JO, dès que c'est parlé quelque part en séance publique, à l'Assemblée, au Sénat, on a des mécaniques. On est alerté. Voilà. Top. Combien d'abonnés chez Contexte ? Donc on a aujourd'hui 1200, je crois, comptes abonnés. Donc on est un journal B2B. Nos abonnés sont des entreprises, ce qui fait à peu près 14 000 lecteurs, tous payants. On n'a pas d'offre grand public gratuite.
Et ça fait, ils nous lisent essentiellement au travers de 8 newsletters quotidiennes et une newsletter bi-hebdomadaire, qu'on appelle les fameux briefings, qui est le cœur de notre offre journalistique. Très clair. Et combien de journalistes versus développeurs? Tu le disais justement, une grosse place à la tech et aux produits dans... Aujourd'hui, il y a une 60aine de journalistes. Ouais. Alors c'est sûr que par rapport aux développeurs, on peut pas le faire. On a une équipe maintenant de 7 développeurs, si je m'inclus. Ouais. Et une équipe produit avec qui on travaille de manière très proche de 6 personnes. Donc ça fait un pôle de 13 personnes autour de la tech versus 60 journalistes. D'accord. Et tu as le produit dans ton périmètre? Non. Non. Il y a un directeur produit. C'est un directeur produit qui est un peu ton binôme avec qui vous travaillez exactement, main dans la main. Ouais. Avec la direction générale. Et je voulais donc notamment t'inviter pour parler du CMS, de Context. Donc c'est le Content Management System, qui est le cœur un peu de là où on fabrique pour le coup les contenus. On contribue, donc j'essaie d'expliquer, bon, même si tout le monde a priori sait ce que c'est un CMS, mais pas forcément. En tout cas, voilà, c'est l'outil de saisie de base de données, etc. Et donc vous avez fait le choix de faire un CMS maison. Est-ce que tu peux me dire pourquoi un choix parce qu'en fait ça peut être un petit peu casse-gueule quand même de partir de zéro. T'as des outils sur étagère, que ce soit des WordPress, donc trucs très très web ou d'autres plus des solutions propriétaires, mais avec l'ensemble des fonctionnalités, etc. Vous trouviez pas votre bonheur là-dedans? Ouais. En fait, on avait un système qui fonctionnait très bien depuis 10 ans, qui était déjà assez custom d'une certaine manière. La spécificité, c'est que nos journalistes, ils produisent des newsletters quotidiennes. Donc, il y a le gros de leur production, c'est ça. Donc, à la base, il fallait un outil collaboratif parce qu'en fait, il y a plusieurs journalistes qui rédigent une newsletter. Ouais, voilà, il y a plusieurs étapes, même de correction, le fameux workflow, quoi. Tout le workflow et même la production vraiment journalistique est très collaborative. D'accord, c'est à plusieurs mains, c'est écrit à plusieurs mains. C'est ça. C'est une succession de brèves qui s'enchaînent les unes les autres, mais chaque brève est rédigée par un journaliste différent. Et donc, il y a une dizaine d'années, au début de Context, un de très lointains prédécesseurs avait mis en place un système assez génial pour l'époque qui était en fait, les journalistes travaillaient sur Google Doc, ce qui a tout l'avantage d'être très riche en termes d'expérience utilisateur, avec permanence des commentaires, améliorée, et puis vrai full web. Exactement, full web, collaboratif, présent sur toutes les plateformes. Enfin, c'était très très accessible. C'est un excellent outil de rédaction finalement. Ouais. Et on avait et donc pendant 10 ans, ça a très bien fonctionné. L'idée, c'était qu'ils rédigeaient sur un Google Doc et ensuite on avait un système pour le coup qu'on développait en interne, un logiciel développé en interne qui transformait le contenu du Google Doc en une newsletter, enfin en un mail. Ouais. Donc techniquement qui transformait en fait le Google Doc en du HTML, quoi, pour pouvoir être envoyé dans la newsletter. Et ça a très bien marché. C'est vraiment un système qui nous a beaucoup servi. Par curiosité, vous aviez développé quelque chose de plus sur Google Doc, ou c'était vraiment le système de base de Google Doc avec des dossiers et puis en gérant finement le partage, etc. Ou il y avait une surcouche pour en faire un peu plus? Chaque newsletter était édité dans un fichier Google Doc spécifique. Ouais. Et par contre, il y avait un langage de templating, c'est-à-dire des balises, des mots-clés encadrés par deux points qui identifiaient les différents blocs de contenu. D'accord. Donc les journalistes connaissaient un peu. Ils savaient où ils devaient rentrer du contenu. Ouais, c'est ça. Ils connaissaient le journal le contenu. Bah, ils touchaient aux balises, mais c'était quelque chose. C'est du HTML. C'est un langage de templating qui est assez qui est connu et facile à prendre en main. D'accord. Markdown est plus connu, mais oui, c'est ça. Voilà. Moi, je connaissais Markdown comme langage de... Ou HTML, c'est un langage de templating aussi, mais en fait... D'accord, mais c'est un équivalent... Ouais, c'est ça. Et c'était juste... alors, pourquoi est-ce que ça a été du HTML à l'époque? Probablement parce que ça nous permettait plus de flexibilité par rapport à ce qu'on cherchait. Mais donc c'était un peu technique pour les journalistes, mais pas tant que ça. Mais en face, on en vient justement à pourquoi Echo, pourquoi avoir fait cette refonte du projet Echo, ce qu'on appelle le projet Echo, c'est le projet de la refonte du CMS. C'est parce qu'en fait, l'équipe grossissant, la production s'intensifiant, on avait quand même de plus en plus de problèmes. C'était pas ultra robuste, quoi, ce système-là. Il fonctionnait bien,
mais c'était pas ultra robuste et ça créait des problèmes, et souvent des problèmes au mauvais moment, quoi. C'est-à-dire Au moment de l'envoi de la newsletter, voilà, du briefing. La newsletter est envoyée le matin à 8h du matin, les briefings sont clôturés si tout va bien à 18h30, mais bon, parfois ça peut continuer 20h, 21h, et à ce moment-là, au moment de faire le lien justement entre le Google Doc et notre outil l'envoi de newsletter, d'envoi de newsletter, de conversion, ça bug, donc ça crée du stress. Nous, ça nous faisait une charge aussi côté technique, parce qu'on était appelé à ce moment-là pour venir soit ça fait filer un coup de main, faire ta soirée, ou alors faut se lever très tôt. Voilà. Ouais, donc c'est compliqué. Et à côté de ça, ça nous permettait pas d'avoir toute la flexibilité qu'on voulait si on veut faire évoluer notre le format du briefing, quoi. On était assez c'était très lourd dès qu'on voulait toucher à quelque chose ou modifier un peu. En cascade, ça changeait énormément de choses. Tous les templates devaient être modifiés, etc. C'était c'est ça. Dur de scaler, en tout cas pas flexible. Manque de flexibilité. Et voilà, c'est ça. Manque de flexibilité et de robustesse. Et puis, donc ça traînait un peu dans la tête, notamment d'Edouard, du directeur produit, de l'équipe technique depuis un moment. Et puis, il y a un article du New York Times, un article de blog du New York Times qui est passé dans notre radar, où ils expliquaient comment ils avaient, finalement, en assez peu de temps, développer un CMS collaboratif chez eux, quoi, custom, maison, en bon français, et basé sur des briques open source. Donc on s'est dit, c'est donc open source, des briques logicielles libres, disponibles sur Internet gratuitement. Et donc on s'est dit, ça vaut le coup de regarder, quoi. Là, ce qui s'est passé, c'est que on a un développeur en interne qui s'appelle Cédric, c'est lui qui a vraiment piloté et suivi tout ce projet-là, qui a pris ce sujet, qui a été, il a fait en fait à la fois toute la supervision technique du projet, mais il a aussi été se mettre au contact des journalistes, quoi. Ouais, parce que ça c'est important, quoi. Quelque part, recueil de besoins, essayer de comprendre en fait comment ils travaillent, etc. C'est pas juste faire kiffer d'un point de vue tech. Exactement. C'est en fait un éditeur de texte, c'est à la fois très complexe et très simple. Il fallait comprendre très précisément quel était le besoin, quelles étaient à la fois les fonctionnalités clés, les fonctionnalités les plus essentielles, tout le workflow, tout le flux de production, de l'information. Et donc, c'est lui qui a été ce personnage pivot dans l'histoire, dans le projet. Et je pense, je vais insister là-dessus, c'est vrai que c'est une spécificité de contexte. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait à la fois, ce qui fait une grande richesse pour la boîte, mais qui a fait le succès vraiment du projet. C'est qu'on est vraiment au coude à coude, développeurs et journalistes. On est sur le même plateau, on se côtoie tous les jours, on encourage vraiment cette proximité et ça se nourrit de manière très positive dans les deux sens. Ouais. Et pour revenir donc sur Echo, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a vu cet article, on s'est dit faut regarder, on va voir est-ce que c'est faisable, quoi. Et donc il est parti, il s'est lancé un peu dans une grande étude technique aussi, de bien comprendre quelles étaient les meilleures technologies disponibles aujourd'hui en open source ou payantes. Il y a eu un gros benchmark technique, j'imagine, veille technique sur le sujet. Et à un moment donné, on a trouvé la meilleure architecture, les meilleures briques, comment elles allaient. Je pense vraiment la meilleure architecture qu'on pouvait trouver à ce moment-là. C'était l'année dernière. C'est des choses qui évoluent tout le temps, donc peut-être que c'est la meilleure architecture si on le refaisait aujourd'hui. Mais en tout cas, vous en avez trouvé une qui fonctionne, qui est adaptée. Et c'est quoi alors, comme tu peux donner un peu de détails sur la techno? Ouais, alors ça va pas forcément parler mais c'est aux non-technophiles, mais du React, c'est d'Angular. Donc c'est du Vue, Vue.js pour la partie front-end qui intègre une brique de ce qu'on appelle le Rich Text Editor, en fait l'éditeur de texte où on peut mettre du grade italique, ce qu'on est habitué à voir partout aujourd'hui, mais qui est quand même une fonctionnalité qui est pleine de complexité. Donc ça, c'est basé sur une brique qui s'appelle TipTap, qui est plus ou moins open source, c'est-à-dire qu'il y a une version commerciale, une version open source. Et puis toute la partie collaborative, c'est assuré avec une brique qui s'appelle White.js, qui gère justement finalement
l'édition collaborative qui synchronise ce qui se passe sur l'ordinateur d'un journaliste avec ce qui se passe sur l'ordinateur d'un autre journaliste, même quand ils travaillent sur le même document, en évitant au maximum ce qu'on appelle les conflits. Ouais. C'est-à-dire... si on travaille quand il y en a un qui efface alors que l'autre est en train d'écrire la même phrase, etc. quoi. Voilà. Donc tout ça est géré, versionné. Et donc c'est quoi les grandes caractéristiques, spécificités des décos en termes de fonctionnalité aujourd'hui? Bah, c'est vraiment un outil qui a été conçu en pensant aux journalistes producteurs de briefing au centre de l'expérience, quoi. D'accord, c'est vraiment ça. C'est un truc fait pour faire du briefing. Fait pour faire du briefing. C'est un outil pour le briefing. Le truc, c'est qu'en fait, très vite, on a fait un prototype, justement. On avait fait le benchmark technique. Cédric, il est arrivé. Et en quelques semaines, il a un premier prototype qui démontrait la faisabilité du truc. Ouais. Et on s'est dit, ah, génial. Mais en fait, je sais pas si tu connais, mais dans le milieu technique, on parle beaucoup de la loi de Pareto, du fameux 80-20. Ouais. C'est-à-dire que finalement, 80% de la valeur des fonctionnalités sont créées avec 20% de l'effort. Mais on parlait d'un outil qui était censé remplacer l'outil de production principal des journalistes, un truc qu'ils utilisent tous les jours. En permanence. Ouais. Auquel ils sont très habitués, qui est Google Doc, qui est plein de fonctionnalités. Ils utilisent les commentaires, ils utilisent des suggestions de modification, l'historique de modification. Ouais. Ils peuvent se connecter le soir sur leur mobile, modifier des trucs. Voilà, il y a toute une liste de... Même se mettre en mode hors connexion. Se mettre en mode hors connexion. Bon, alors, on a identifié justement que c'était moins important, donc ça fonctionne pas tout à fait. Ça fonctionne relativement hors connexion quand même. Et donc, il a fallu, et c'était ça la grosse difficulté finalement, ça n'a pas été de faire la première étape de faire un éditeur collaboratif, ça a été de rajouter toutes les petites fonctionnalités qui nous ont permis d'en faire un outil qui a pu, à un moment donné... au moins à la hauteur de l'existant. Ah oui, tu peux pas livrer un truc moins bien. Exactement. Ouais. C'était pas possible. Et on se comparait à Google Doc, qui est quand même un outil... Oui, sur lequel il y a une armée d'ingénieurs et qui a 10 ans ou plus, ou 15 ans, je sais pas, donc une certaine maturité. Et c'était pas l'occasion, justement, parce que souvent, si tu demandes aux journalistes ce qu'ils veulent, ils vont tous te dire, ils veulent le petit truc, le machin en plus. Faut savoir dire non aussi. Ah bah... Ouais, c'est clair que il fallait. De toute façon, on dit non tout le temps parce qu'en fait, ils demandent. On a des journalistes très engagés qui demandent plein de fonctionnalités, qui font ce serait bien d'avoir ci, d'avoir ça. Ça devient un truc d'usine à gaz. Alors parfois, il y a que eux peut-être qui vont l'utiliser, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis parfois, on leur répond ouais, pas de souci, ça prend 20 secondes. Et un journaliste qui dit il faudrait juste ce petit truc. On dit ouais, mais ça prend 6 mois de développement, donc on va peut-être pas prioriser ça. On va mettre ça dans la roadmap pour plus tard. Mais on a pu identifier quand même assez rapidement, finalement, avec ce premier prototype, en mettant les journalistes, ce qui a été très fort avec ce premier proto qui est sorti très vite aussi, c'est que les journalistes ont tout de suite pu se saisir de cet outil-là et se dire comment est-ce qu'ils pourraient l'utiliser à l'avenir, comment ça pouvait les servir. Et on a tout de suite pu identifier que c'était faisable, que les fonctionnalités clés, on pouvait les faire. Et donc on a fait le boulot jusqu'au bout. Ça a pris à peu près peut-être 6 mois, 3-4 mois si on est honnête suite à ce premier prototype pour arriver ensuite à un outil qui était prêt pour la bascule. Pour la bascule. Avec en plus une complexité supplémentaire qui était qu'il fallait que ce soit, parce qu'on faisait une bascule, mais on pouvait pas se passer du passé, quoi. Donc il fallait que ce soit rétrocompatible avec notre ancien mode de fonctionnement. C'était aussi C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Comment tu peux rendre ça compatible avec l'ancien fonctionnement? Simplement dire que si jamais il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à faire ou quoi, ils peuvent repasser sur l'ancien mode et continuer à leur production là où ils ont l'habitude en cours de la journée potentiellement. Ouais. Ok. C'est pas toujours évident. C'est comme les trucs de console. Tu sais assurer la rétrocompatibilité. C'est un peu un casse-tête. Ça rajoute beaucoup de complexité, mais en fait c'était essentiel pour nous. Parce que en mode garde-fou, un peu se dire si jamais tout foire. C'est le cœur de notre production. Ouais. On produit 8 briefings tous les jours. Ouais. On peut pas se permettre. Quand il part à 8h tous les matins. S'il arrive à 8h30, on a des clients qui nous appellent et qui disent, des lecteurs qui nous appellent, qui disent, et alors, qu'est-ce qui se passe? Il est où mon briefing? Donc, ils organisent leur journée autour du briefing. Ouais. Donc, c'est comme un quotidien, hein, tu sais, on va faire l'analogie des anciens médias, tu vois, enfin, anciens médias, legacy qui ont du print, tu vois, mais ouais, tu dois le sortir, t'es attendu, quoi. Ça. Donc, voilà. Donc, quelques précautions à prendre, en tout cas, pour la bascule. Et au final, ça s'est bien passé. Vous avez eu à revenir en arrière à un moment donné? Non, on n'est pas revenu en arrière. Je pense que si on revenait en arrière, les journalistes se mettraient en grève, quoi. En fait, ils sont ultra heureux. Ils nous disent
qu'ils ont l'impression, difficile à mesurer, ils ont l'impression de gagner entre 20 et 30 minutes par jour dans leur quotidien de juste de manipulation de l'outil. Donc pas faire leur métier, quoi. Donc on leur fait gagner. Ils doivent pouvoir produire plus ou passer plus de temps avec leurs enfants, je sais pas. Voilà, après, c'est la politique de la boîte. On va demander à Jean-Christophe comment il gère ça. Non, mais donc c'est important parce que c'est du temps un peu de petites frictions, de petites manipulations. Donc ouais, effectivement pour eux c'est une charge mentale en moins. Ouais, carrément. Et donc là aujourd'hui c'est en ligne depuis janvier. Depuis janvier. Ouais. Depuis janvier, c'est toute notre production est faite sur Echo. Ok, bravo. C'est un beau truc. Et bravo à l'équipe surtout. Ouais, non, mais je dis bravo, c'est un bravo général, c'est impressionnant. Et donc tu dis que les briefings, il y a d'autres produits ou ça va être des évolutions. Tu peux saisir d'autres formats. Ouais, là on continue. En fait, notre principe, on a 2 principaux formats de production. On a le briefing et on a des articles de fond. Ouais. Aujourd'hui, les articles de fond continuent à être produits sur comment ils étaient produits avant. Et là, on va terminer Echo justement dans les semaines qui viennent. On va au bout de la démarche et on a fait aussi un éditeur pour les articles qu'on est en train de terminer, qui fera que nos journalistes n'auront plus d'autres outils vraiment de production. Un outil de saisie qui est Echo et tout sera dessus. C'est ça. Et reprendre tous les contenus, les archives, etc. Votre patrimoine éditorial, ça c'est prévu aussi ou là pour le moment ça reste sur Google Doc. C'est rétro-compatible. Tout est dans base de données chez nous. En fait, à un moment donné, Google Docs c'est un outil de saisie et à un moment donné, tout est forcément réintégré dans notre serveur web sur votre contenu. Ouais. Et ça, effectivement, sur les articles, c'est important que ce soit aussi rétro-compatible. Ouais. Et donc ça le sera. En tout cas, quand ce sera déployé en production. Ça sera déployé en production. Et vous allez le garder en interne, Echo, ou peut-être, enfin, je vais pas dire que c'est une mode parce que c'est du business, mais il y a beaucoup d'éditeurs qui ont fait leur CMS, qui tentent ou le commercialisent. Le Monde. Tout le monde, dès qu'on a commencé à parler d'Echo, tout le monde a dit il faut le vendre, faut nous le vendre. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil de production vraiment tourné vers nos besoins, vers nos modes de fonctionnement. Très custom, pour le coup, custom contexte. Et en fait, il y a finalement, sur l'ensemble de Echo, il y a finalement assez peu de code, de logiciels qui est développé vraiment en interne. On a assemblé des briques. Ouais, c'est des assemblages de briques, de bibliothèques. Et l'essentiel du code qu'on a produit, c'est du code pour adapter des briques génériques à notre besoin. Donc, tu vois pas trop, en fait, ce qu'il y aurait à commercialiser presque. Ce serait une autre démarche en fait. Ce serait vraiment une autre démarche et c'est vrai que c'est pas, on n'est pas un vendeur de éditeur CMS. de logiciels. On est éditeur de logiciels, mais nos logiciels à destination des professionnels des politiques publiques. Notre cible, c'est pas les autres journalistes aujourd'hui. Faut savoir pas trop multiplier les business non plus. Non, c'est clair. Et puis, alors, il faut des ressources dédiées, créer une autre société comme Arc, tu vois, du Washington Post. C'est un autre business. C'est ça. Et c'est puis même je pense que l'équipe technique, elle est pas venue pour bosser là-dessus, parce que sinon on pourrait se dire oui, on pourrait faire un organe de conseil. On a une expertise très forte sur le CMS et on pourrait faire du conseil, mais c'est en vrai, l'équipe, ils ont pas envie de faire ça. Ils ont pas envie de faire ça. Ouais, c'est pas notre métier. Là, c'est leur kiff plutôt de faire évoluer Echo pour répondre aux besoins des. C'est ça, et puis de passer à d'autres projets, faire ce qui vient à la suite. Là, on est un peu en train de finir ça. Qu'est-ce qui vient à la suite, justement? C'est quoi les évolutions? On a fini aussi une refonte du site web. Donc, on a fait en parallèle d'Echo l'année dernière, qui a été mise en ligne en novembre. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, ça a été une révolution en termes d'expérience sur le site. On a tout refait. Et donc là, on finit un peu ce cycle de avoir investi beaucoup sur du soutien à l'éditorial. Donc à la fois en servant des outils aux journalistes et la manière dont on présente le contenu. Ce qui vient, c'est de plus développer cette ambition qu'on a de ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire des outils qui permettent d'alerte en temps réel sur tout un tas de bases documentaires publiques au service de nos... En fait, on imagine vraiment que quand on dit toute l'info dont les politiques publiques dont les professionnels des politiques publiques ont besoin, c'est pas que la vôtre. C'est pas que la nôtre, c'est l'information en temps réel
qui circulent dans l'écosystème et qui est ultra utile. En fait, on leur fournit cette information-là via les briefings, via les scoops et l'information qu'obtiennent nos journalistes. Mais il y a tout un tas d'informations qui est très très spécifique pour chacun des besoins. Sur est-ce qu'il y a une loi qui est sortie sur l'éolien, sur telle problématique qui ne concerne que les professionnels, ceux qui représentent les intérêts de ces secteurs-là. Et donc on a besoin de logiciels pour ça, pour pouvoir permettre à chacun de paramétrer beaucoup plus finement l'information dont il a besoin et que ce soit simple à utiliser, parce que c'est pas forcément des grands technophiles non plus. Exactement. Donc on a une grande démarche qui est c'est des outils qui existent déjà un peu dans le site web, mais qui sont pas ultra bien mis en avant. L'expérience utilisateur c'est un peu caché. Donc pourquoi ? Parce que ça n'avait pas été bien réfléchi à l'époque, où c'était pas une priorité. Ça a été lancé un peu comme une bêta. Ok. Voilà. Donc l'idée c'était de faire une bêta pour tester un peu, avoir des retours d'utilisateurs. Là, on commence à avoir des vraies certitudes sur l'intérêt que ça a et la force que ça peut avoir. Et donc c'est d'avoir une expérience. La vision qu'on a, c'est d'avoir une expérience très très riche, très fluide sur ces systèmes d'alerte, et puis d'enrichir nos sources de données également. Pouvoir intégrer d'autres sources de données. Donc c'est pouvoir un peu scanner ce qui se passe sur Internet avec des sources, etc. Et puis enrichir vos bases de données, alerter si c'est pertinent vos lecteurs, etc. Et puis à partir de ce contenu, pouvoir en créer d'autres. C'est ça. Forcément un petit peu d'IA dans tout ça. Quand on parle de grosses données, de pouvoir la transformer, alerter, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser ou générer des... Ouais, non, on regarde pas du tout l'IA, évidemment. C'est un sujet qui ne s'intéresse pas. J'y crois pas. Ça ne marchera jamais. Ouais, c'est sûr que on est vraiment aujourd'hui à un moment, je pense, où on sait pas ce que ça va donner. On sait pas encore exactement jusqu'où on va pouvoir pousser cet outil. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter ? Il évolue tout le temps. Moi, ce qu'on a fait jusqu'à présent, l'année dernière, on a fait un hackathon. C'est un peu, on a déterré un peu ce terme, machin. Mais c'est vrai que c'est tombé un peu en désuétude, même le terme. Aujourd'hui, t'as l'impression que c'est... Ouais, c'est clair. C'était un moment extraordinaire. Franchement, c'était super. Et pour le coup, très utile, j'ai trouvé dans ce contexte, parce que, il y avait c'était vraiment un assailli d'informations presque contradictoires sur qu'est-ce que l'IA générative. Donc on parle d'IA en ce moment, c'est la vague de l'IA générative, les LLM, etc. Ça, on peut préciser. Qu'est-ce que ça peut impacter, notamment dans le milieu du journalisme, des politiques, etc. Ouais. Et donc, c'est vrai, ça a permis on a mis tout le monde autour de la table, les journalistes, l'équipe commerciale, l'équipe technique naturellement, pendant 2 jours, pour vraiment se poser des questions sur. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, et sortir des prototypes et tester concrètement. On pourrait faire. Quel cas d'usage on pourrait mettre en place. Exactement. Donc ça a permis vraiment déjà de démystifier le truc. C'est le niveau 1. De refroidir un peu la tête. Et puis là, depuis quelques mois, on a lancé un projet plutôt de R&D, parce que comme je te dis, on ne sait pas où ça va atterrir. Si ça se trouve, dans 2 ans... tout le monde, le cœur de la population générale sera habitué à rédiger des prompts et à interagir avec une IA générative via du texte. Ça se trouve, en fait non, ce sera la voix. On voit là en début de semaine. GPT-4o. Il y a GPT-4o qui devient un agent avec qui t'interagis à la voix. Si ça se trouve, peut-être cette démarche-là prendra pas, et ce sera l'IA générative sera cachée derrière des interfaces et des formulaires. On sait pas exactement, effectivement. Aujourd'hui, on peut pas savoir. Donc, on est plutôt dans une démarche. On dit pas aujourd'hui on va sortir tel produit qui intègre de l'IA, parce que c'est pas encore très clair jusqu'où on peut aller. Donc, on est sur une démarche. Aujourd'hui, on développe un prototype de chatbot type ChatGPT, mais qui est informé de nos contenus en temps réel. D'accord. C'est-à-dire informé, alimenté par nos contenus en temps réel. En fait, si on peut rentrer techniquement, c'est la grande vague des RAG, des Retrieval Augmented Generation. C'est des contenus qui font rechercher du contenu sur une base de données chaude. Typiquement tous nos articles, les brèves au quotidien, et qui viennent les alimenter une IA
pour poser des questions sur le contenu et donc faire de la synthèse ou aider à la compréhension, des choses comme ça. Et donc, on est en train de construire un outil, un chatbot qui pourra répondre à des questions sur nos contenus. Parce que spontanément, tu dis quand même que vous êtes sur la bonne matière, tu vois, quand on est sur des énormes volumes de données, des choses, voilà, des propositions de loi, des choses qui sont très techniques, complexes, longues, etc. Il y a quand même tout un travail documentaire et là, tu sens quand même que l'IA peut vous apporter, enfin, vous permettre de proposer des super outils de dingue et qui n'enlèvent absolument rien au travail d'un journaliste par ailleurs, qui doit, lui, faire de l'explication de texte, de la recherche, etc. Mais de rendre ce service-là, l'IA, c'est juste fou. Avoir un robot et tu peux lui dire, on est où de cette loi, Exactement, etc. c'est ça. C'est exactement ça ce qu'on veut faire. Et du coup, on est en train d'essayer de voir si on y arrive. Voilà, c'est vraiment... Et alors, vous y arrivez? Bah, pour l'instant, c'est dur, c'est chaud. Pour l'instant, il est un peu nul, notre chatbot. C'est normal, il est tout jeune, tout frais. Ouais. Il répond à certaines questions, il répond parfois complètement à côté de la plaque. Ça pose des tas d'enjeux pour nous. Nous, on a un enjeu de fiabilité très fort auprès de nos lecteurs. Donc, si on doit un jour sortir ce chatbot pour nos lecteurs, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Quel niveau de fiabilité on doit en attendre? Est-ce qu'on est prêt à... Parce que on sait que il y aura toujours des petites erreurs, en fait. Ça reste... Ouais, mais quel est l'impact si tu te trompes dans l'interprétation d'une loi alors que t'as un mec qui te paye des milliers d'euros un abonnement, etc. Enfin, je pense que c'est pas juste générer une image et puis il a 6 doigts au lieu de 5, quoi. Tu peux avoir des impacts. Alors, c'est ça. Je sais pas si vous sauvez pas des vies non plus, mais vous êtes quand même sur des enjeux réglementaires, très pointus. Nos lecteurs prennent des décisions sur la base de contenu, donc c'est ça. Donc et ils le font parce qu'ils nous font confiance. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de justement comment vont se développer ces technologies-là. Si tout le monde est habitué à interagir avec des IA génératives et donc à être confronté à une forme de mais bon, au doute, quoi. Là, il peut y avoir une hallucination. Je prends pas forcément ça pour argent comptant, etc. Exactement. Bon, l'essentiel déjà, tout ce qui est la base maintenant sur ces outils-là, c'est de citer ses sources. Donc ça, pour nous, c'est un prérequis. Il faut qu'on puisse citer les sources, c'est-à-dire rediriger vers nos articles qui sont une base de vérité. Ouais. Bon, nos journalistes peuvent se tromper aussi, mais normalement, on a quand même beaucoup plus confiance. Ouais. Donc, c'est vraiment voir jusqu'où on est capable d'aller dans cette démarche-là. D'accord. Et justement, de manière concrète, tu peux te fixer un taux de fiabilité, tu pourrais le mesurer, un truc qui te dit en interne, on s'est mis d'accord, c'est notre KPI, si on atteint ce truc-là, on met live. En fait, c'est essentiel. On a besoin de ça. Donc, alors là, pour le coup, c'est très chaud. C'est vraiment le truc sur lequel on bosse en ce moment, c'est de définir des objectifs, des métriques. Alors peut-être pas des objectifs parce qu'on reste un peu ouvert, mais enfin des métriques de mesure sur différents cas d'usage. Donc on a ce chatbot qui est un peu nul, mais bon, qui répond quand même à peu près à des questions. Et on a demandé notamment à des journalistes, à des gens en interne d'interagir avec pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient en attendre. Ouais. Et ça va nous permettre de définir les premiers cas d'usage et d'identifier justement des premières métriques, de se dire est-ce qu'on est capable de répondre à tel et tel et tel cas d'usage et ensuite d'avoir une démarche vraiment recherche, de faire évoluer l'outil jusqu'à l'amener au maximum là où on veut, quoi. Ouais. Écoute, c'est pas mal, c'est un beau projet. Et ça, en plus, Super. En termes d'apprentissage pour les équipes, eux, ils trouvent ça... trouver ça dingue. C'est essentiel, je pense, mais même pour l'entreprise, en fait. C'est comme je te dis, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est apprendre. C'est comprendre et apprendre. C'est sûr que ça va avoir un impact, c'est sûr que ça va pouvoir créer de la valeur. Moi, je suis persuadé qu'il y aura... Alors, est-ce que c'est une nouvelle révolution comme l'a été l'Internet ou le mobile, ou est-ce que c'est une évolution? Je sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. Je pense pas que ce soit juste une hype qui va mourir, pour le coup. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ça peut nous apporter beaucoup de choses. Et donc, mais encore une fois, on ne sait pas encore où ça va se cristalliser, quoi. Le plateau de la productivité, on n'y est pas encore, si je reprends. Ouais. Donc là, ça, c'est vraiment un nouveau produit, on va dire, que vous pourriez créer, une nouvelle interface conversationnelle, etc. Et sans non plus faire de révolution, est-ce que les journalistes, eux, vous l'avez intégré dans Echo, par exemple? Est-ce que eux trouvent ça cool d'utiliser l'IA générative pour de la synthèse, de la contextualisation, l'ajout de mots-clés, j'en sais rien? Pour l'instant, c'est pas encore... alors, l'outil qu'on a aujourd'hui, il n'est pas pris en main très fortement par les journalistes. Je pense qu'il n'est pas assez performant pour ça.
Potentiellement, ça pourrait le devenir. Il y a des journalistes qui utilisent, mais comme partout dans tous les secteurs, il y a des gens qui utilisent ChatGPT pour tel ou tel, un peu comme une petite aide à certains moments. Mais c'est pas un usage qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans la rédaction. Donc oui, ça pourrait. Pour l'instant, on sait pas encore exactement comment. D'accord. On n'a pas de vision claire, mais oui, c'est sûr que ça pourrait. Bah ouais, parce que t'as aidé, augmenter un peu le journaliste, tu sens que ça, c'est quand même des choses qui, généralement, marchent assez bien. Donc, vous n'avez pas une stratégie IA aujourd'hui encore On n'est pas encore arrêté sur une stratégie IA, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler. C'est un chantier qu'on lance, à la fois sur comment est-ce que ça peut servir, effectivement, un outil commercialisable, en tout cas, qu'on pourrait mettre dans les mains de nos lecteurs, en interne. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi la politique IA par rapport aux médias. On voit beaucoup de médias qui revendent leur contenu à OpenAI, oui, notamment. Qui ont signé des accords directs avec OpenAI. Voilà. Et vous, le robot passe pas chez vous Non, le robot passe pas chez nous. De toute façon, on est derrière un paywall, mais même comme ça, effectivement, on a mis en place... un robot de Pointex, bref, des mécaniques pour essayer de bloquer les robots. On ne sait jamais trop. Mais... Non, mais en tout cas, vous avez déclaré officiellement que vous ne vouliez pas. Mais comme tu le dis, je ne sais pas si c'est vraiment bien respecté. Exactement. Partout, ouais. Mais c'est vrai que nous, on n'envisage pas. En fait, on identifie quand même qu'il y a un risque fort pour un média comme le nôtre de désintermédiation. C'est-à-dire que finalement, c'est possible que d'ici 2-3 ans... nos lecteurs, plutôt que de nous lire par mail ou sur notre site web, ils préfèrent nous lire en interrogeant ChatGPT. C'est quoi les news dans le briefing aujourd'hui, quoi. Et ça, pour nous, ce sera un gros risque parce qu'en fait, on a besoin, on a vraiment fait l'outil le plus utile pour nos lecteurs parce qu'on connaît très bien nos lecteurs. Il est vraiment pensé pour nos lecteurs. On peut pas perdre ce contact-là. On a besoin d'être en contact direct avec lui. Ça, c'est un vrai risque. Vous en parlez, vous l'anticipez. Comment tu contres ça? Parce que là, c'est vraiment une question en plus qui concerne tous les médias. Tu vois quand même que Google, grosso modo, fait tout pour que les gens restent sur la page d'accueil. Parce que eux-mêmes ont des gens qui ne viennent plus chez eux, parce que les gens cherchent dans TikTok, parce que les gens cherchent sur Amazon, ou demain sur ChatGPT, quoi. Là, il faut qu'on leur offre une expérience qu'ils peuvent pas avoir ailleurs, et la meilleure expérience possible sur notre plateforme. Donc c'est connaître parfaitement leurs usages, être au plus près vraiment de leur quotidien et pouvoir faire le produit le meilleur pour eux qui peuvent pas trouver ailleurs, quoi. Ouais, qui viennent chez vous et qu'ils y restent. Ouais. T'as d'autres projets, si on se projette un petit peu dans l'avenir, d'autres projets de tech sur lesquels tu planches? Donc l'ICO, ça a été quand même le gros sujet. On sent que là, il y a ces plus petits sujets IA, mais bon, qui sont quand même importants. Il y a d'autres grandes choses? Oui, comme je te disais, du coup, maintenant, notre grosse démarche, ça va être de développer cette partie d'alerte, monitoring, de suivi de l'actualité automatisée sur tout un tas de domaines. Donc, en rendant l'expérience plus fluide, plus riche pour nos utilisateurs et en augmentant nos sources de données. Et puis, on sait aussi qu'il faudra à un moment donné qu'on aille vers des sources documentaires, fournir des sources et des ressources à nos utilisateurs. Typiquement des organigrammes, des informations sur qui fait quoi, où. C'est des choses qu'on a déjà un peu. Vous l'avez déjà, cette donnée, quelque part? On a, on va dire, une forme embryonnaire de ça qui existe sur notre site, qui n'est pas tout à fait industrialisé, qui n'est pas encore forcément au niveau ni d'expérience, ni de qualité de données qu'on aimerait, en tout cas qu'on pourrait vouloir. Et du coup, il y a un moment donné, il faudra qu'on bosse dessus. Ouais, et ça, c'est pas un gros chantier. Gros chantier tech, gros chantier même édito aussi, aller chercher cette bonne donnée, la vérifier, etc. Mais tu sens que ça va être vraiment, dans la ligne de contexte, hyper important, effectivement. Avoir une suite logicielle pour être le meilleur dans ce qu'on fait, parce qu'on a la bonne information au bon moment, quoi. Exactement. Et peut-être tout ça livré par le robot à qui t'a demandé. Ça, on verra. Ça, on verra l'avenir un peu des futurs des interfaces. Juste pour terminer, est-ce que vous êtes un relativement petit média? Est-ce que tu as des conseils à donner à des petits médias pour avoir une approche produit un peu forte? Alors quand t'as pas beaucoup de budget, pas beaucoup de contraintes, est-ce que tu les incites par exemple en disant tiens, pour le CMS on peut le faire, vous pouvez le faire vous-même en fait, un dev un peu malin peut le faire? C'est pas des conseils que tu pourrais donner? Ouais, non mais carrément. Et c'est vrai que je parlais
avec un média étranger avec qui on échange de temps en temps, qui est un peu similaire à nous, qui est assez proche de nous, mais qui a externalisé toute leur technique. Ouais. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une énorme difficulté pour eux sur tout un tas de sujets. S'ils veulent faire des démarches marketing sur leur site web, simplement améliorer l'expérience utilisateur et la rendre la meilleure possible, c'est ultra bloquant d'être dépendant de ressources extérieures. Donc, moi, mon premier conseil, c'est au moins d'avoir au moins 2-3 développeurs en interne et qui peuvent prendre la main et avoir une vraie vision, une expertise technique au contact, et puis qui soient proches des journalistes aussi et du métier. Ouais, ça c'est vrai. Quelqu'un qui soit vraiment proche du métier. Et effectivement, on a une petite équipe, mais c'est pas un problème. Au contraire, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que c'est trop bien d'avoir des petites équipes parce que en fait, l'essentiel, je pense, quand on a une petite équipe, c'est de focaliser sur les talents. C'est d'avoir peu de développeurs, mais d'avoir les meilleurs. Et pour ça, il faut leur offrir un cadre de travail aussi qui est le plus épanouissant possible. Leur offrir quelque chose qu'ils peuvent pas avoir s'ils vont dans des grosses boîtes, quoi. Ouais. Et donc, beaucoup d'autonomie, un spectre de compétences très large, de la technique et au produit. Nos développeurs sont tous au contact, vraiment des équipes produits engagées dans la démarche produit, dans la compréhension des besoins de l'utilisateur et la construction de la solution d'un point de vue fonctionnel. Et ça, c'est vraiment, je pense, la clé pour pouvoir se dire effectivement, ok, on est une petite équipe, mais en fait, on peut faire énormément de choses très vite avec une petite équipe, à condition d'avoir les meilleurs. Ouais. Et là-dessus, je complète parce que donc nous, tu sais, chez Cosa Nostra, on développe. Donc quelque part, on est dans la situation où ça externalise. Mais en fait, nous, ce qu'on aime bien généralement, c'est derrière donner les clés du camion et qu'il y ait une équipe chez le client qui s'approprie l'outil et qu'on l'ait développé de telle façon que en fait, il puisse se l'approprier, prendre la main et puis continuer à faire des devs s'il veut dessus, parce qu'on est sur des techno open source, etc. Ce qui veut dire être petit veut pas forcément dire on développe tout en interne, parce qu'à un moment donné, tu vas manquer de ressources, mais tu peux te faire aider. Mais ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même quelqu'un qui puisse prendre en main l'outil et l'améliorer en interne, etc. et pouvoir faire un peu de trucs custom et qu'il n'y ait pas à chaque fois besoin d'appeler pour moi, c'est externe. Ouais, à un moment donné, ça devient essentiel, quoi qu'il arrive dans la vie d'un média, je pense. Bah, c'est clair. Et en fait, tu vois, ça, c'était quand même un peu une grosse bascule par rapport à il y a quelques années. Hein. C'est Pierre Louette, tu vois, du Parisien Les Échos qui le dit bien et qui le martèle. Voilà, c'est des sociétés tech et il faut vraiment investir là-dessus. C'est des assets et puis ce qui fait que derrière, t'es plus agile et que t'es meilleur en fait, hein, quelque part. Ouais, c'est vraiment central. Exactement. Et il y a un sujet, je rajoute sur qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un peu un cheval de bataille aussi sur comment rendre une petite équipe efficace dans un média. Ouais. Je pense que il y a un enjeu qui est que quand t'as peu de développeurs et finalement on est une petite équipe dans une boîte finalement assez grosse. Il y a 120 personnes aujourd'hui chez Context. On a plein de sollicitations. Tout le monde veut faire plein de trucs. Donc je pense qu'il y a un sujet de focus, savoir piloter la stratégie, donner du focus sur quelles sont les priorités du moment et savoir dire non, savoir dire à toutes les demandes qui nous ont... Pas à toutes, hein, naturellement, mais à beaucoup des demandes. Savoir dire non et dire... Ça sera pas maintenant, ce sera plus tard. On va dire non, Et ça, donc faut avoir une vision quand même aussi, quelque part pour ça. Il faut poser, il faut pas être juste dans le quotidien et prendre tout ça. C'est ça. Bon, ce sont des bons conseils. J'espère qu'ils seront suivis. Les gens peuvent te contacter s'ils ont des questions un peu sur Echo ou sur ces sujets-là. Sur LinkedIn, on te contacte. Sur LinkedIn, c'est peut-être le plus simple, carrément. Le plus simple. Je vais pas donner ton 06 comme ça. Oui, carrément. En fait, c'est une technologie open source. Enfin, c'est basé sur beaucoup de technologies open source. On n'a pas open sourcé notre code parce que c'est toute une autre démarche. Oui, ça n'avait pas de sens et c'est très custom pour vous, etc. Mais on s'est basé sur des technologies open source. On est plutôt dans une démarche d'ouverture, donc on en parle avec plaisir. Moi ou Cédric, qui parle beaucoup aussi d'Echo et de ce qu'il a fait sur le projet. Ouais. Et on parle aussi, je crois, sur le site de Context. Il y a un article. Il a fait un long article de blog sur. Exactement, qui donne aussi, qui m'avait inspiré un peu, notamment l'idée de t'inviter pour en parler. Écoute, merci beaucoup, Clovis, c'est très cool. La toute dernière question, est-ce que tu as un
truc cool à nous partager? J'ai un truc cool pour contexte, et les gens peuvent me contacter, c'est que je recrute. Donc, si oui, c'est le bon moment. On l'a dans la newsletter aussi. Donc, si tu as vraiment des fiches de poste, on peut relayer. Mais si tu recrutes des devs, voilà, s'il y a des développeurs qui m'écoutent, ou si vous connaissez des gens et des développeurs qui cherchent, qui pourraient être intéressés par rejoindre Contexte, il faut qu'ils me contactent. Bon, et ben voilà, c'est passé. Et sinon, le truc cool en fait du moment pour moi, et je le dis parce que j'ai l'impression que c'est un peu à contre-courant, c'est les Jeux Olympiques. Moi, je suis super excité par contre ce JO bashing. Ouais. Clovis est là et se hype sur les JO. Et je suis sûr ça va être génial. La cérémonie d'ouverture va être un moment grandiose, et j'ai vraiment hâte d'y être et de profiter de ce moment unique je pense dans ma vie, même de pouvoir vivre des JO de l'intérieur. Je suis pas sûr qu'on voit tout de suite des JO à Paris ou dans une autre ville de France. Et bah écoute, j'espère que ce sera aussi cool que ça peut l'être, parce que souvent quand même c'est des grands moments. Donc on oublie les soucis de circulation, de pollution de la Seine pour quelques moments et on profite de la fête. Exactement. Top. Merci Clovis. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.